Salut à tous. Aujourd'hui, je voudrais répondre et quelque part un petit peu quand même contredire notre ami psychodélique quant à ses publications sur le sujet de la sexualité, enfin de l'enseignement à la sexualité pour les enfants. Ah, et Psycho, tu dis souvent que tu veux qu'on te réponde avec des arguments, c'est ce que je fais dans ma vidéo. Et si tu as envie qu'on ait un débat en direct, moi je suis open, on peut en discuter et je te partagerai mon expérience d'ancien professionnel du milieu et de pourquoi je pense ce que je pense et pourquoi aussi j'ai fait cette vidéo. Je vais en dire pas mal dans la vidéo, mais n'hésite pas à me contacter si tu as envie que j'intervienne dans un de tes lives, je suis open. Je suis prêt à en discuter, moi je fais pas de live, donc voilà. Hein, je pars du dernier tweet, en fait il y en a eu d'autres, mais je vous montre le dernier tweet. C'est pas le bon bouton, voilà. Je vous montre le dernier tweet qu'il a fait. Donc, les gens qui défendent cela, Fantine, Jordanix, Mandax et plein d'autres, et ironiquement, aucun d'entre eux n'est parent. Il y a de grosses dérives à parler aussitôt de sexualité à des enfants, surtout de la manière dont c'est fait. Ce tweet me pose problème. Il me pose problème à plusieurs niveaux. Alors, sur les attaques de Fantine, Jordanix et Mandax, ça c'est ton problème. Moi, j'ai pas entendu des propos où je n'ai pas lu des propos qui étaient pédocriminels. Ensuite, Fantine s'est expliqué, ok, alors j'en sais quelque chose puisque j'ai un médecin dans ma famille, et que des fois, les médecins sont tellement habitués à certaines choses que c'est direct. Il n'y a pas vraiment de prise de pincette, un peu comme ce que tu fais, Psycho, avec ce genre de tweet. Quant à Mandax, je ne l'ai pas entendu à aucun moment soutenir la pédocriminalité, bien au contraire. Je sais que tu ne l'as pas dit. Attention. Maintenant, le problème principal que me pose ton tweet, c'est il y a de grosses dérives à parler aussitôt de sexualité à des enfants. Et c'est là où je suis totalement en désaccord avec toi. Je vais l'expliquer, je vais le montrer, et je vais vous faire profiter de mon ancienne expérience. C'est-à-dire, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai travaillé en 15 ans, à peu près, presque 15 ans, dans l'éducation nationale. Et une très grosse partie de ce temps-là, je l'ai fait en tant que professeur des écoles, titulaire, puisque je suis passé par l'UIFM, j'ai passé le concours, etc. J'ai enseigné de longues années dans des milieux très différents, y compris dans les zones de combat, ce que j'appelle les zones de combat, les quartiers chauds des grandes villes. Donc j'y ai fait ma part aussi. Et j'ai enseigné l'éducation à la sexualité, ou à l'époque on appelait ça l'éducation sexuelle, y compris à des CP, à des CE1 ou à des CE2. Et, je le maintiens, je l'affirme, c'est quelque chose d'hyper important à faire et à bien faire surtout. On est bien d'accord. Donc, dans le tas, il y a des dérives. Je suis d'accord. Il y a des gens qui vont faire des séances. Des fois, des enseignants, il n'y en a pas que des bons profs, on est bien d'accord, mais la très grosse majorité sont des gens intègres. La grosse majorité font ça par vocation. C'est mal payé, c'est un gros boulot, c'est assez ingrat. Donc, il y en a des fois qui sont borderline. Je comprends que ça puisse poser problème, et dans ces cas-là, il faut le dénoncer. Mais la très grosse majorité font les choses bien. La première chose que je voudrais dire sur l'éducation à la sexualité des enfants, c'est que c'est institutionnel. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas content, vous saisissez vos députés pour qu'ils changent les lois. Ça sert à rien de venir gueuler sur les réseaux sociaux, notamment, et de dire « oui, c'est un scandale ». C'est institutionnel. Et pour ça, je remercie le Foualier qui a fait une vidéo très détaillée là-dessus. Donc, dans cette vidéo-là, je vous mettrai bien évidemment le lien dans la description, il relève tous les textes de l'éducation nationale qui concernent l'éducation à la sexualité du cycle 2 jusqu'à peu près au collège. Parce que oui, ça commence au cycle 2. Dès le CP, on commence à parler de ça. Donc, je ne vais pas vous sortir les textes officiels puisque le Foualier l'a fait, merci à lui, ça m'évite de faire ce travail et de vous le montrer. Si vous avez un doute, si vous ne l'aimez pas, si vous n'avez pas envie de regarder sa vidéo, je vous renvoie pour le coup sur le site EduScol, qui est le site officiel de l'éducation nationale. Il n'est pas très pratique, c'est un peu compliqué des fois de trouver les informations dedans, mais si vous allez dans les disciplines et thématiques, vous aurez dans l'onglet santé, la rubrique santé, et dans la rubrique santé,
vous avez éducation à la sexualité, et là, vous avez toutes les grandes lignes. Hein? Vous pouvez fouiller dans les programmes, vous pouvez voir et lire les bulletins officiels qui sont publiés régulièrement dans l'éducation nationale et qui font force de décret pour les enseignants. Ce sont des contraintes légales, en fait, institutionnelles. Les enseignants n'ont pas le choix. Donc, les enseignants sont obligés de suivre les programmes. Évidemment, il y a des variantes là-dedans, en fonction des milieux, en fonction je dirais, de l'avancée dans le programme des enseignants. Il y a des enseignants qui ne vont peut-être pas aborder le sujet sous forme de séance. Ils l'aborderont peut-être autrement, il y en a qui le feront peut-être pas. Et puis, de temps en temps, il y en a un qui le fait mal. Voilà. Donc, pourquoi c'est extrêmement important, pour moi en tout cas, et pas que pour moi, d'aborder la sexualité tôt chez les enfants. On va déjà prendre un premier prérequis, faire un premier warning, trigger, c'est, vous imaginez bien qu'il n'y a aucun enseignant qui va aborder la sexualité avec des enfants de 6 ans comme il le ferait avec un adulte. Je vous rappelle que les enseignants sont des professionnels, qu'ils ont été formés, nous avions une formation là-dessus, on avait 1 an, quand j'étais moi en poste, avant que je sois en poste, j'ai eu 1 an de formation où je n'ai fait qu'apprendre à apprendre, en réalité, à apprendre aux autres. Donc, où on fait de la didactique, de la pédagogie, etc. C'est peu, 1 an, mais c'est toujours ça de prix. Ensuite, on est en poste, sur le terrain, encadré, on a des stages. La première année, on est vachement suivi par les conseillers pédagogiques et les inspecteurs, enfin du moins à l'époque. Maintenant, je ne pourrais pas redire ce qui s'y passe vraiment. Je sais que ça a peut-être changé. Il n'empêche que tout au long de la carrière, chaque année, nous avons un volet d'heures obligatoire de formation où on est là censé se remettre à niveau dans certaines matières, mais pas que, aussi dans la façon d'enseigner, dans la pédagogie. Donc, les enseignants expérimentés, et particulièrement ceux qui sont en poste depuis longtemps, ils savent s'adresser à des enfants et utiliser le bon vocabulaire pour pouvoir transmettre des valeurs, des informations, sans créer des traumatismes ou choquer des enfants. Ensuite, je voudrais préciser une chose, particulièrement à l'école primaire, les enseignants sont 6 heures par jour, 4 à 5 jours par semaine, 4 jours et demi par semaine, ou 4 jours, il y a des écoles aussi où le rythme est un peu différent. Donc, on va dire 4 jours par semaine, 6 heures par jour, avec sa classe. C'est pas un prof de collège qui change de classe toutes les 2 heures. L'enseignant en primaire, il est là toute l'année avec la même classe, avec les mêmes élèves. Donc, il y a un relationnel qui se crée dans la classe et on ne peut pas travailler de la même façon au collège avec un enseignement qui est cloisonné par matière. On ne travaille pas de la même façon en école primaire parce que le même enseignant fait toutes les matières. Donc, il y a une gestion de classe et surtout, on peut organiser notre enseignement de manière différente. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu de séance, vous en tant qu'élève ou vos enfants maintenant, à l'école, qui n'ont pas eu de séance dédiée à l'éducation à la sexualité au CP ou au CE1, que ça ne se fait pas. Ce sont souvent des choses qu'on fait au quotidien et on va prendre le moindre prétexte dans la vie de classe pour pouvoir aborder ces sujets-là avec justement se servant d'un exemple. Voilà. Donc, si vous voulez savoir, je le répète encore une fois, concrètement ce qui se fait au niveau des instructions officielles dans l'éducation nationale, allez voir la vidéo du Fou Allié, il décrit les textes. L'argument que j'entends principal, que j'entends par rapport à l'éducation à la sexualité aux enfants jeunes, à partir de 6 ans donc, c'est que ce n'est pas à l'école de le faire, c'est aux parents de le faire. Je vais juste vous donner un petit argument. Est-ce que vous imaginez, une seule seconde, qu'un père, un frère, un oncle, un ami de la famille, qui va avoir tendance à violer son gamin ou sa gamine, ou le gamin ou la gamine du voisin ou de l'oncle, etc. Vous pensez sincèrement qu'il va faire de l'éducation à la sexualité ? Vous pensez qu'un père, au sein de son noyau familial, où il tripote sa petite fille régulièrement, vous pensez qu'il va expliquer sérieusement à la petite fille en question le bienfait du consentement, le fait que son corps lui appartient à la fille, pas au père ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, la majorité des familles, ça se passe bien. Je veux dire, on n'a pas une majorité de déviants dans notre société, on est bien d'accord là-dessus. Mais
Les familles, justement, où il y a de l'inceste, où il y a de l'agression sexuelle sur les enfants, ces familles-là ne vont pas faire d'éducation à la sexualité, ou en tout cas, pas comme il faudrait. On a l'autre même problème aussi, à l'inverse, dans les familles, pour des raisons religieuses, qui ne font pas du tout d'éducation à la sexualité, et là, on va trouver d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui sont complètement ignorants, et qui du coup vont vont devenir des victimes pour des prédateurs. Puisqu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas les connaissances pour le faire. Voilà. Donc je pense que moi, l'éducation à la sexualité, c'est quelque chose de fondamental, que ça doit être fait, et bien fait, y compris à des enfants jeunes. Il suffit de trouver les mots pour le faire. Maintenant, l'idée, c'est pas de leur expliquer les pratiques. C'est même pas l'idée de leur expliquer les pratiques jusqu'au collège, hein. On va pas leur expliquer que la sodomie c'est vachement bien, qu'il faut tailler des pipes, ou faire des cunnilingus, ou ce genre de choses. C'est pas du tout le sujet. Ça peut arriver d'aborder ce sujet-là lorsqu'un enfant lui-même pose la question. Et vous conviendrez avec moi que quand vous avez un enfant de CP ou des CE1 qui vient poser la question de savoir est-ce que c'est bien ou pas de sucer le zizi du voisin, vous imaginez bien que ça n'est pas sorti de sa tête, ça va pas popper comme un mob sur un MMORPG. C'est pas tombé du ciel. C'est des choses qu'il a vues. On sait que maintenant, grâce à Internet et aux accès faciles, beaucoup d'enfants ont accès à du porno très jeune, et que donc, c'est important de faire cette éducation. Puisque le filtrage du porno, ça va être très très compliqué. Je vous renvoie sur mes autres vidéos. Donc voilà pourquoi, à mon sens, il faut vraiment faire cet enseignement à la sexualité. Ce n'est pas pour les gens qui n'ont pas de problème avec ça au sein de leur cercle familial et qui vont pas tripoter leur gamin ou leur gamine. C'est pour ceux justement qui vont le faire en cachette. Et n'imaginez pas que c'est quelque chose de rare. Justement, c'est un problème systémique qui est profond dans notre société et il y a beaucoup trop de gamins qui se sont victimes de viols ou de violences sexuelles dans notre pays. Beaucoup trop. Quelques chiffres. Je commence donc par le site du gouvernement arrêtonslesviolences.gouv.fr sur les viols. Et donc, vous voyez que pour les femmes majeures, pour le coup, violences physiques et violences sexuelles, c'est estimé à 213 000 femmes par an. Le nombre de viols, c'est de l'ordre de 100 000, 120 000, ça varie en fonction des années, ça varie en fonction aussi des dépôts de plainte. Et on sait que peu de femmes déposent plainte. Sur le site là, il parle de 18% qui déclarent avoir porté plainte. Donc ça veut dire s'il n'y en a que 18%, on peut considérer qu'on en a 5 fois plus. Donc on parle environ de plusieurs centaines de milliers de femmes violées qui ne déposent pas plainte. Dans la très 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 grosse majorité des cas, ce n'est pas une nana qui se fait serrer dans un parc ou en train de faire son footing. Ça, c'est des faits divers qu'on a à la télévision et dont on parle beaucoup. Mais la majorité des viols se font dans un cercle privé par des proches. Et c'est exactement la même chose avec les enfants. La majorité des viols d'enfants se font par des parents, c'est de l'inceste, par des frères et sœurs, par des cousins, par des oncles et tantes ou par des amis de la famille. C'est des gens proches de la famille. Le gamin qui se fait choper dans la rue dans un camion, il y en a, je ne nie pas, mais ils sont marginaux par rapport au reste. Donc, on a un véritable problème. Maintenant, quand on regarde le résultat des enquêtes Ipsos qu'il y a pu y avoir, alors vous savez que certaines enquêtes, moi je suis assez dubitatif, les chiffres sont à prendre avec des pincettes, parce que ce ne sont que des enquêtes, ce ne sont pas des études. Et ces enquêtes estiment chaque année, en gros, 130 000 filles et 35 000 garçons qui ont subi des viols ou des tentatives de viol. Ce sont des estimations. On a environ 7 000 dépôts de plainte annuels, ça varie encore en fonction des années, etc. Et on sait pertinemment que déjà, pour les femmes, il y en a peu qui portent plainte, pas beaucoup. Ben pour les enfants, vous imaginez bien que c'est pire. Parce que quand le père viole sa gamine, il va pas lui dire que tu vas en parler à la maîtresse. Bien au contraire, il fera en sorte de la manipuler pour qu'elle n'en parle pas. Et toi, mon cher ami psycho qui a 2 filles, tu devrais le savoir.
Que si tu fais ton travail de père correctement, quand tes filles te regardent, tout ce qu'on va voir dans leurs yeux, c'est de l'amour et de la vénération, surtout sur des enfants très jeunes. Donc c'est extrêmement facile de manipuler un enfant, particulièrement quand on a une position de parent. On a une emprise qui est gigantesque sur leur psyché. C'est normal, ça fait partie de la construction. D'ailleurs, les enseignants sont aussi des manipulateurs, mais comme les parents, quand vous éduquez un enfant, en fait, vous le manipulez, mais de manière bienveillante. L'idée, c'est pas d'abuser du gamin. L'idée, c'est de lui transférer des bonnes valeurs et les outils dont il aura besoin en tant qu'adulte pour pouvoir vivre pleinement sa vie en étant épanoui, en ayant aussi les systèmes de défense contre ça, contre les malheurs. Y compris, donc, dans l'éducation à la sexualité. Donc, les chiffres sont beaucoup, beaucoup trop importants pour qu'on traite par-dessus la jambe ce genre de sujet et qu'on fasse des amalgames entre certaines dérives qu'on peut avoir dans des cas très particuliers des écoles. Et pour le coup, je suis d'accord avec toi, il faut les surveiller pour faire en sorte qu'elles ne se développent pas, que ça n'amplifie pas. Par contre, il ne faut pas faire l'amalgame avec l'éducation à la sexualité qui, elle, permet justement de fournir aux enfants les armes dont ils ont besoin pour se défendre contre des prédateurs sexuels, pour comprendre que l'inceste n'est pas quelque chose d'acceptable et c'est quelque chose qui est légalement répréhensible, etc. Si les enfants ne le savent pas, il faut le leur apprendre, sinon ce seront des victimes. Donc, amalgamer les dérives ponctuelles et l'éducation à la sexualité qui est pratiquée depuis des décennies, vraiment des décennies, moi j'ai le souvenir en tant qu'enfant dans les années 80, d'avoir eu déjà ces enseignements-là. Donc il ne faut pas amalgamer les deux. Je vous renvoie sur la vidéo donc, de Louis San. C'est l'école japonaise interdit ça. Je vous invite à la regarder en entier. Elle est vraiment intéressante là-dessus. Et en gros, pour vous résumer ce qui pointe, c'est que le gouvernement japonais, ça les arrange bien pour ils ne font plus d'éducation à la sexualité à l'école. Vous aurez tout l'historique du pourquoi, du comment dans la vidéo de Louis San. Mais la conséquence de ça, c'est qu'ils ont de plus en plus d'adolescentes qui se retrouvent enceintes trop tôt. Et comme l'avortement est compliqué au Japon et qu'il n'est pas vraiment autorisé tout en étant autorisé, là encore, vous avez le détail dans la vidéo, en fait, le gouvernement intervient assez peu parce que ça les arrange qu'il y ait une augmentation de la démographie. Eux, ils veulent des bébés parce qu'ils ont un problème de démographie au Japon. Et donc, la conséquence du manque d'éducation à la sexualité à l'école, que ce soit au collège ou avant, en fait, ça fait que, arrivé au collège ou au lycée, il y a des gamines qui se retrouvent enceintes. Voilà, tout simplement. J'ai passé beaucoup de temps à contextualiser le truc, à vous donner les infos de pourquoi, justement, quelles sont les conséquences qu'on a au manque d'éducation à la sexualité. Si je résume en quelques points, c'est que moins on informe des gamins et moins on les éduque là-dessus, plus ce seront des victimes par ignorance, que les familles qui, soit religieuses pour des raisons religieuses, soit parce qu'il y a de la pédocriminalité, de l'inceste notamment, ne vont pas faire d'éducation ou mal faire de l'éducation à la sexualité à la maison, et que donc les conséquences qui sont derrière, ce sont des statistiques qui sont affligeantes, avec des problèmes systémiques, très clairement. Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on aborde ça et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je faisais entre autres dans ma classe quand j'étais en poste? C'est assez simple en réalité, je vous l'ai déjà dit, un enseignant en école primaire, il est toute la journée avec les élèves et il fait toutes les matières. Donc on va se servir des événements de la vie de classe pour transmettre des valeurs, puisque le rôle des enseignants, c'est d'éduquer pour la vie collective. À part les très grosses familles, des gens qui ont des dizaines d'enfants, les enfants, la majorité des couples en France n'ont que 2, 3, je sais plus, mais en tout cas pas énormément d'enfants, puisque notre démographie n'augmente naturellement pas énormément. On est un des pays d'Europe où elle augmente d'ailleurs, mais très peu. Donc la majorité des gens n'ont pas beaucoup d'enfants, ce qui fait que la socialisation se fait à l'école. Et c'est à l'école d'apprendre aux enfants, de faire de l'éducation pour le coup, du vivre ensemble et de vivre en collectivité. Or, si on prend la répartition, ne serait-ce que sur l'orientation sexuelle des Français, si on regarde en proportion en France, dans une classe, on va dire de 25 gamins,
vous avez forcément dedans, ou presque forcément, quasi systématiquement, si la classe est représentative des pourcentages nationaux, vous avez un enfant homosexuel, vous en avez 9 qui sont des bisexuels, et vous en avez 15 qui sont des hétérosexuels purs. J'ai fait à la louche, hein, on est bien d'accord. Il va y avoir des variantes, vous pouvez nuancer après à l'intérieur des bi ou de l'homosexualité, voilà, tout ça, il y a de la nuance, mais globalement, on va dire, pour faire une synthèse, c'est à peu près la proportion qu'on a. Or, ces gamins, ils vont devoir vivre 6 heures par jour, tous ensemble, dans la même classe, dans la même pièce, dans la même école, au contact des autres. Et le fait de transmettre le principe de dire, bah écoute, celui-là, ce petit garçon-là, il aime les autres petits garçons, ou cette petite fille, elle aime les petites filles, ou peu importe. Quand ça vient sur le sujet, parce que c'est rare qu'on aborde des sujets comme ça, nous, spontanément, en tant qu'enseignants, on attend quasiment systématiquement que la demande vienne des élèves, ben, on est bien obligé de l'expliquer. On est bien obligé d'expliquer que l'orientation sexuelle de un tel ou un tel, on s'en fout dans le cadre collectif. Dans la mesure où tout le monde respecte les principes du consentement, notamment, d'éviter d'agresser les autres, que les autres ne sont pas des objets, etc. Vous avez compris l'idée. Donc on ne va pas expliquer que l'homosexualité c'est bien ou que la bisexualité c'est bien, on va juste expliquer qu'il y a du consentement et qu'il y a des différences, et que ces différences-là, dans la mesure où elles ne nous concernent pas, on n'a aucune raison d'y être contre. Ça c'est la première chose. Si vous êtes contre les homosexuels parce qu'ils vous dérangent, posez-vous des questions. Le problème vient de vous, il ne vient pas d'eux. Maintenant que vous avez un problème avec quelqu'un qui va vous harceler sexuellement, qu'il soit homo ou pas, le problème, c'est pas son orientation sexuelle. C'est le fait qu'il harcèle, c'est le fait qu'il viole. C'est ça, le problème. C'est pas son orientation sexuelle. La proportion de malfrats, on la trouve finalement dans tous les milieux. Toujours sur le nombre d'enfants qui subissent des viols, etc., nous, dans l'éducation nationale, nous savions, c'est les données que on nous avait données, que dans chaque promotion, nous avions au moins un élève dans la classe qui était victime de viol ou d'agression sexuelle. Je ne parle même pas des violences. Je parle vraiment de déviance sexuelle. C'est minimum 1 par promo. Alors, bien évidemment, c'est encore une fois à nuancer, ce sont des moyennes, mais encore une fois, moi, dans ma carrière, j'ai eu des signalements à faire, j'ai dû encadrer des familles parce que leur gamin avait été agressé, etc., etc. J'ai dû gérer ça réellement, concrètement. Et c'est pas parce que j'ai pas d'enfants psychodéliques que j'ai pas les notions. Encore une fois, moi j'ai travaillé avec 25 gamins, 30 gamins dans tous les milieux sociaux, dans tous les endroits, pendant 15 ans. Donc oui, je peux parler d'éducation, même si moi-même je ne suis pas père. Là où je ne vais pas prendre la parole là-dessus, par rapport à l'éducation, c'est sur le lien affectif et sur le lien qu'il peut y avoir au sein de la famille. Ça, moi, je ne le connais pas. Mais je ne le critique pas. Il varie d'une famille à l'autre, de toute façon. Je vois des gens qui ne peuvent pas s'entendre avec leurs parents et qui ont coupé les ponts complètement avec eux, pour diverses raisons. Il y en a d'autres qui ont des relations très fusionnelles avec leurs parents, bien au contraire. Voilà. Donc, l'argument de dire, comme tu le dis, ils n'ont pas... Il n'y en a aucun d'entre eux qui n'est parent, ce n'est pas un argument. Parce que la science, parce que les études, parce que la sociologie derrière, etc., et que les professionnels du métier ont de l'expérience, et une expérience qui est différente de celle des parents. Il ne faut pas opposer les deux, elles sont complémentaires. Il y a plein d'enseignants. Moi, je n'ai pas fait de gamin, très honnêtement, parce que l'éducation nationale m'a vacciné contre les gosses. Je ne suis pas contre dans l'absolu. Sauf que, au bout de 15 ans, j'étais arrivé à saturation, quoi. À force d'en gérer 20, 30 toute la journée. Désolé, je ne vais pas me ramener du boulot à la maison, donc j'ai pas fait de gosse. Et j'en ferai pas. Enfin, c'est mal parti, en tout cas. Après, j'en ai peut-être... mais je ne le sais pas. Donc au cycle 2, on va se servir des événements du quotidien pour glisser de l'éducatif et du vivre ensemble. On va leur expliquer de toute façon au quotidien, dès la maternelle, que c'est pas parce que c'est une fille qu'elle n'a pas le droit de jouer avec des bagnoles et que c'est parce que c'est un garçon qu'il n'a pas le droit de jouer à la dinette. Ça, c'est des concepts justement qu'il faut briser. Le sexe n'a pas d'impact, ne doit pas avoir d'impact sur les activités qu'on peut pratiquer ou non. C'est une question de goût. On sait que principalement les filles sont plus attirées vers les métiers sociaux et que les garçons sont plus attirés vers les métiers techniques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes ingénieures, qu'il n'y a pas de femmes mécaniciennes, bien au contraire. Et nous, en technique, dans le spectacle, on est content de voir arriver des techniciennes. C'est vrai qu'on est une majorité d'hommes, ce sont des métiers qui peuvent être physiques, et puis
Traditionnellement, la technique et la technologie, c'est des niches d'hommes. Bon. Mais maintenant, moi, je suis content de voir qu'il y a des femmes, des techniciennes qui sont extrêmement compétentes, au moins autant que les hommes. Et très honnêtement, leur limitation physique, c'est sûr que les petites nanas d'1,50 m, elles ont du mal à porter les projecteurs de 40 kilos quand on doit les installer au-dessus des scènes. Mais il faut pas croire que nous, c'est mieux. Un projecteur de 40 kilos, j'en chie autant que... Pas moins qu'elles, mais j'en chie autant. Et on va les porter à deux. Donc à deux, elles peuvent porter 40 kilos aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, ce sont des valeurs qu'on transmettait, et que je transmettais au sein, dès la maternelle en fait, dès 3 ans. L'égalité homme-femme, l'égalité des sexes à ce niveau-là, voilà. Maintenant, moi, je n'ai jamais parlé dans ma classe des transgenres parce que à l'époque, c'était pas un sujet en fait. Et ça ne l'est toujours pas pour moi. Je suis désolé pour les trans. Vous ne représentez pas un pourcentage suffisamment important dans la société pour qu'on fasse des séances dédiées. En tout cas, tant que la question n'est pas remontée de la part des élèves. En cycle 2, on va aborder plutôt des choses très concrètes et très généralistes sur les appareils reproducteurs, sur un petit peu le principe de reproduction biologique, mais ça sera extrêmement succinct. On n'ira pas en profondeur, on va utiliser des mots accessibles aux enfants. L'idée, c'est de leur apprendre des choses sans les traumatiser, sans être amoral, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'en réalité, dans la très grosse majorité des cas, il n'y a pas de problème qui sont remontés des parents ou des enfants à l'éducation à la sexualité. L'accent va être mis, je vous renvoie encore une fois sur la vidéo du Foualier, l'accent va être mis sur le vivre ensemble, sur le respect du corps, sur les dangers qu'il peut y avoir avec les prédateurs sexuels. Il faut l'apprendre aux enfants très jeunes, sur les problèmes qu'il peut y avoir de grossesse non voulue. Alors ça va arriver beaucoup plus tard. Enfin, beaucoup, non. Dès le cycle 3, en fait, dès les CM, on va commencer à parler de ça parce que n'imaginez pas que vos enfants sont des anges. Ça, c'est une idée de parents. Croyez-moi, vos gamins sont complètement différents quand ils sont dans le cadre scolaire que quand ils sont chez vous. Donc, il y a des enfants, et la majorité des enfants se comportent bien et n'ont pas de problème. Il y a des enfants qui posent problème dans le groupe, dans le collectif. Et en tout cas, à partir du CM2, la majorité des enfants ont des questions d'ordre sexuel et relationnel. Et donc, on va répondre à ces questions du mieux qu'on peut pour leur transmettre les infos. Encore une fois, l'idée, c'est pas de leur apprendre à pratiquer la sodomie. C'est de leur apprendre à bien se comporter au sein du couple. Et comme l'accès... Et justement, si on ne fait pas cette éducation-là, soit elle n'est pas faite, soit elle est faite par le porno. Qu'est-ce que tu préfères, psychodélique, sincèrement, que ce soit Jackie et Michel qui éduquent à la sexualité les jeunes collégiens, ou que ce soit les enseignants qui le fassent en apportant les bonnes valeurs, en évitant de considérer les femmes comme des objets. Et encore, là, je fais une caricature, parce que même dans la pornographie, il y a beaucoup de films qui s'adressent aux femmes. Faut pas croire que les femmes ne consomment pas de pornographie. Voilà. Je vais finir aussi sur un autre point que beaucoup de gens ignorent ou occultent en fait, c'est que les enfants ont une sexualité. Ils découvrent assez jeunes comment fonctionne leur corps et quels sont les endroits qui font du bien. Donc, le principe, souvent, chez les enfants très jeunes, de 3 ans, 4 ans, ils vont le faire en public, on va leur expliquer que ça ne se fait pas. Moi, j'ai eu le cas en CP d'enfants, de filles ou de garçons qui se masturbaient en classe, des enfants de 6 ans. Il a suffi de discuter avec eux calmement pour leur expliquer que ce genre de choses ne se faisait pas en public. Et le problème a été réglé. J'ai pas eu besoin de stigmatiser le gamin en disant « Ouah, touche pas ton zizi !» ou « à ta zazette !» Non, c'est délirant. Pour les enfants de cet âge-là, il n'y a pas une véritable connotation sexuelle. Ils n'ont pas le même regard que les adultes sur le sexe. Donc, on ne peut pas interpréter des actes d'enfant avec un regard d'adulte. Il faut le contextualiser. Et qu'un enfant qu'un ou une enfant se masturbe dans la classe à un moment donné, quand je réfléchis au moment où ça s'est passé, pourquoi ? En fait, c'était souvent des situations de stress. Et le gamin ou la gamine, en fait, se déstressait en faisant ça. Mais comme il n'y avait pas la connotation que nous, adultes, on met derrière, pour lui, ça ne le choquait pas. C'était quelque chose de naturel. Et le sexe est quelque chose de naturel. Voilà. Donc, il faut prendre beaucoup de pincettes avec ces sujets-là. Et pour conclure sur ces sujets,
désinformation, le manque de connaissances, le manque d'instruction profite toujours aux criminels. Si vous ne comprenez pas un système économique, vous allez vous faire escroquer par des banquiers, par des gens qui veulent vous faire placer de l'argent, par des escrocs. Si vous ne connaissez pas suffisamment la technologie, vous allez vous faire escroquer pour des gars qui vont vous vendre des panneaux solaires, qui vont vous vendre etc. Et c'est exactement la même chose avec les enfants. Si vous les maintenez dans l'ignorance, toute la période où ils vont être ignorants, ils sont en danger. À vous de faire le choix après. Est-ce que vous voulez réellement protéger vos enfants? Et donc, il faut leur transmettre, dès que les premières questions arrivent, les informations, parce que de toute façon, ces questions-là vont se poser, et à travers l'école, ils en discuteront entre eux. Et si en tant que parent, vous avez une attitude fermée, et que vous ne discutez pas de ces sujets-là avec vos enfants, ben ça se fera de toute façon, dans la cour de l'école avec leurs copains, avec les enseignants, au moins eux le feront correctement, et ça se fera peut-être avec d'autres personnes ou à travers du porno. Et dans ce cas-là, vous n'aurez aucune prise sur ce que votre gamin apprend. Voilà. C'est ma position. Donc, s'il te plaît, psychodélique, quand tu t'attaques à des dérives de ce type-là, ou ce que tu juges être des dérives, s'il te plaît, précise que tu n'amalgames pas les deux. Précise-le à chaque fois. Il suffit de lire les commentaires sous soit tes vidéos, soit tes tweets, soit sur les articles, les commentaires qu'il y a sous les articles que tu partages, pour voir qu'il y a une très très grosse quantité de gens qui amalgament les deux. Et le problème de ces gens-là, pour moi, c'est qu'on rentre dans le puritanisme à l'américaine avec le tabou du sexe. Les tabous sont négatifs. Donc, si tu veux réellement aider la cause et défendre les enfants de la pédocriminalité, si tu veux limiter ça, faire en sorte qu'il y en ait moins, sois nuancé et précis quand tu abordes ces sujets-là. S'il te plaît, Pico. Je ne peux pas dire mieux. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. Faites comme d'habitude, likez, activez la cloche ou pas, faites comme vous voulez. Partagez la vidéo, abonnez-vous s'il vous plaît. Et je vous dis à une prochaine pour un autre sujet.